À toi de jouer. Bah écoute, merci. Puis alors d'abord, un très grand merci, Johan, Laurent, je vois qu'Erwan aussi est là, donc la SPSG, bah, pour cette invitation. Et là, en plus, je suis avec des gens que j'apprécie beaucoup, qui sont aussi joints. Donc, je regrette énormément de ne pas avoir pu venir. Là, j'aurais pu forcer ou peut-être aller en taxi, mais bon, voilà, c'est peut-être plus confortable. Et donc, j'en profite. Bonjour Lise, bonjour Christian, bonjour Monica, bonjour à tous ceux que je... Voilà, tout un ensemble de personnes à qui ça va être un plaisir. Donc, discuter, parce que le thème de la représentation, c'est gigantesque, gigantesque. Et donc, je vais reprendre un peu certains des mouvements, oui, de cet ancien texte d'il y a maintenant pas mal d'années. Mais en 15-20 minutes, enfin, je vais dire presque que des évidences, peut-être pointer des pistes, et puis c'est peut-être ensemble qu'on va y réfléchir. Hein, ça me semblera être le plus intéressant. Alors, il m'a quand même fait travailler. Hein. Est-ce que je retrouve justement, alors, fenêtre, est-ce que je vais trouver, c'est celui-là. Donc d'un seul coup, je ne vous vois plus, mais est-ce que vous voyez voilà, un Oui. PowerPoint et est-ce que j'arrive à le faire défiler en plus grand? Non, il n'est pas ici, il est en diaporama. Voilà. Alors, voilà, représentation, comment dire, c'était peut-être une des choses qui m'avait le plus marqué, à quel point, quand on commençait à discuter de cela tous ensemble, là, c'était quasiment une impossibilité. C'était une telle évidence, hein, que la recherche, alors en gestion, mais c'était, on va dire, un peu plus général, la recherche, de toute façon, on faisait des représentations, c'était même le but, c'était même presque l'honneur. Alors, je venais de la comptabilité, on découvrait qu'on faisait la comptabilité, on faisait des représentations et ça paraissait hyper savant. Hein, et d'une manière générale, c'était le moment du boom du constructivisme et le mot représentation devenait voilà, c'était le mot chic dans la recherche. Et surtout, quand j'en parlais autour de moi, on ne pouvait pas concevoir de faire autre chose que des représentations. C'était ça, c'est ça la recherche. Hein. Et donc, qu'est-ce que fait le chercheur en gestion? Il produit des représentations. Hein, et alors, le plus souvent, c'est même des représentations des acteurs. Hein, c'est un petit peu comme ça qu'on voit les choses. Et en gestion, peut-être encore plus, parce qu'il y a ce présupposé qu'en fait, pour pouvoir décider, pour pouvoir agir, pour pouvoir, voilà, l'action présuppose d'abord d'en faire une représentation. Hein, la logique voudrait d'abord on se représente et on agit en fonction de cette représentation. Donc, bâtir les représentations, c'est quelque chose de clé. Hein, c'est vraiment. Et d'ailleurs, ça, je l'ai mis un petit peu rapidement, ça justifie aussi que le modèle canonique, hein, de la recherche, eh bien, c'est la collecte d'informations pour le mettre, hein, les différentes pommes là qu'on va le mettre sur pour la bonne case de la représentation. On se base beaucoup sur des entretiens. Qu'est-ce que c'est que l'entretien? C'est essayer d'avoir la représentation des autres. Hein. Et si on n'a pas vraiment la représentation, oui, on va éviter les biais, comme on va appeler ça. Et bien sûr, on va reconnaître que on ne fait qu'une interprétation, c'est pas une pure représentation, hein, mais voilà, tous les débats de la SPSG autour de l'interprétativisme vient quand même avec cette idée de base là, bon. Le constructivisme, je vois que le temps passe très vite, alors je vais aller a rendu ça quand même un peu plus complexe, a commencé à réfléchir, à montrer un peu justement qu'on construit la représentation. Mais pour aller vite, oui, la représentation est souvent louée. C'est quelque chose qu'on veut, qu'on cherche. Et là, on va voir, tu as rappelé, merci Johan de m'avoir relu, le tout compte, c'est-à-dire que ça va être souvent difficile d'échapper à la représentation. Mais on va ralentir l'accès à la représentation, on va la tordre, on va essayer de faire plein de choses éventuellement. Mais la représentation d'abord, donc ce serait utile parce que ça montre, ça découpe des objets, des relations, ça les fige, donc on peut les disséquer, voilà, on peut en faire quelque chose. Ça, c'est manipulable, c'est avec une idée quand même de mise à distance, donc d'objectivité. C'est une représentée, et donc on va pouvoir travailler sur la représentation même en l'absence de ce dont on parle, hein, puisqu'on va travailler sur le double, sur l'image, même s'il n'est pas là. On n'est pas toujours dans l'organisation en train de l'observer avec les acteurs. Hein. Et un des principaux
point qu'on va mettre en avant de l'avantage de la représentation, c'est la mise à distance qui va permettre de juger, qui va permettre qu'on ne soit pas que dans les affects, qu'on ne soit pas que pris à l'intérieur de la situation. Voilà, ça nous donne un moment, un temps de distance qui va nous permettre de juger. L'avantage de la représentation, c'est que ce serait communicable. Entre parenthèses, ça veut dire qu'on a une idée quand même de la communication qui soit uniquement une communication de représentation. Et donc ça, c'est pareil, c'est propre. C'est pas sale, ça touche pas. Hein, on a des représentations qu'on va essayer de communiquer à l'autre. Voilà un peu l'idée de la théorie de la communication qu'il y a derrière. Hein. Et puis donc avec en particulier le constructivisme, ça nous a amené à nous interroger sur la construction de la représentation, sur quelles formes, les différents formats de représentation. Donc voilà pourquoi c'est important dans la recherche en gestion et il y aurait certainement d'autres arguments. Après, représentation, je ne vais pas parler des modèles, je crois qu'Yvon Pécaud en a beaucoup parlé. On pourrait parler aussi de la place des images, hein, des différentes formes d'images, bien entendu, par rapport au texte, par rapport à... on pourrait discuter. Mais ce que je vous propose, c'est très rapidement de rappeler quelques-unes des critiques de la représentation et après, quelques pistes pour essayer de dire. Alors, je ne sais pas s'il faut y échapper voilà, c'est plutôt dans l'idée des lignes de fuite. Hein. Alors, comme on est à la SPSG, je reprends un peu les grands thèmes de la philosophie. Donc, c'est une question d'abord d'épistémologie, hein, d'accès à la connaissance. Hein. Donc, et on s'est posé la question, est-ce que la représentation est juste? Est-ce qu'elle correspond avec le réel? C'est souvent comme ça qu'on pose la question d'un point de vue épistémologique. Après, bien entendu, on a d'autres images de la vérité, l'accès au réel. Alors, toujours représentation, c'est en général le couple, hein, qui est, euh, est-ce que la description est juste? Et la question politique, surtout de parler pour, hein, au sens de la représentation politique, de la démocratie représentative, où quelqu'un va pouvoir parler au nom d'un groupe. Hein. Et donc, est-ce que la représentation bien, représente les syndicalistes, les acteurs, les managers, etc. D'un point de vue esthétique, alors c'est quelque chose qu'on a... La représentation, d'un point de vue esthétique, c'est surtout est-ce que c'est beau ou est-ce qu'éventuellement est-ce que c'est utile. Alors, on est limite de l'esthétique, mais de toute façon, on est quand même dans le sens de la vue. Il y a toujours dans la distance. On n'est pas dans le toucher, on n'est pas dans le goût, on n'est pas dans l'atmosphère, hein, dans les représentations. Bon, l'éthique, on y reviendra. La question de l'ontologie, alors je ne vais pas revenir là-dessus. Ça présuppose toujours une ontologie, une représentation. Il faut dire de quoi on parle, ça c'est sûr. Mais la question des Platon, hein, la question de la représentation qui est une copie, une pâle copie du réel, avec la question donc des simulacres repris par Baudrillard, ce que l'on pourra revenir éventuellement, hein, pose toujours une question. Et bien entendu, il y a une question aussi d'un point de vue de la religion. Hein, est-ce qu'on peut représenter le divin? Et c'est quand même, voilà, je crois que je ne l'aborde pas, mais c'est une question qu'on ne peut pas complètement oublier. Et en sciences humaines, eh bien, beaucoup des débats qui venaient de la philosophie ont été un peu concentrés. On sent que dans les années 80, il y a eu ce qu'on a appelé la crise de la représentation. Je crois qu'on avait déjà parlé plusieurs fois, je n'ai pas le temps mais on se demandait comment, alors c'était surtout quand on représente l'autre, hein, l'autre éloigné, hein, eh bien, est-ce que notre représentation est adéquate? Et mais surtout, la question du parler pour les autres. Bon, c'est un temps que je crois qu'on l'a déjà abordé plusieurs fois, on pourra y revenir, et je pense que ça, c'est bien connu, donc je n'y reviens pas, mais c'est vrai que voilà, j'aime bien cette phrase de Denzing qui nous rappelle que si finalement hein, on ne peut avoir qu'à travers des représentations, qui paraît quand même ce qui était le but de la recherche, eh bien donc on ne capture pas l'expérience vécue. On capturait déjà le terme, il y a peut-être une question de traduction, mais voilà. Euh,
puisque vous ne m'avez laissé que 15 minutes, on ne va surtout pas développer l'as Méninas de Foucault, mais que Foucault dit c'est certainement la représentation de la représentation classique, hein, et où il va, à partir de là, montrer qu'à la fin du XVIIIe siècle, eh bien, d'un seul coup, le constructeur de la représentation prend une place, qu'à l'intérieur de chaque représentation, il y a des hiérarchies, qui est-ce qui est devant, qui est-ce qui est derrière, et là, tout bien sûr va être renversé. Il montre le roi qui observe la représentation, donc toute la place du pouvoir, ce qui est dans le champ, dans le hors-champ, hein, et avec tout un ensemble d'inquiétudes qu'il nous dit, ben voilà, l'homme n'existait pas plus que la puissance de la vie, la fécondité du travail, l'épaisseur historique du langage, et c'est tout un ensemble de choses qui, avec Foucault, vont essayer d'être repris, mais dans ces cas-là, on ne sera plus dans la représentation. Et rappelez-vous le lien qu'il faisait entre représentation et humanisme. Je crois que j'ai encore 5 minutes au moins, hein, donc je suis obligé de passer très très vite. Donc Deleuze a été voilà, une des principaux critiques de la représentation. Pour lui, avant tout, la représentation ne permet pas de penser vraiment la différence, de la suivre, et ne permet pas vraiment de penser la création. Donc pour lui, c'est deux choses qui sont deux péchés originels extrêmement forts, hein. Et puis surtout, on va voir qu'on va utiliser les représentations pour figer, pour faire du statu quo, pour que chacun reste un peu à sa place. Et la représentation, elle empêche les devenirs, elle fige les devenirs, hein. Voilà. Là-dessus, Rancière est assez proche, hein, sur cette idée. Et lui, il va beaucoup plus insister sur la possibilité justement d'entendre d'autres voix, et en particulier d'un point de vue politique, je crois qu'il en a beaucoup voulu à une tradition marxiste qui voulait parler pour le peuple. Eh bien, voilà, comment faire qu'une représentation ne parle pas pour le peuple, et donc, bon, je ne développe pas, mais pour lui, la représentation, elle est toujours, il y a toujours une hiérarchie implicite dans toute représentation. Toujours des hauts et des bas, des grands, des petits, des choses importantes, des choses qui ne sont pas importantes. Donc, premièrement, la représentation donne est conçue sur une hiérarchie. Après, elle va être reçue, la réception de la représentation au sein d'un partage du sensible. Donc, il va y avoir des places attribuées, des légitimités, des gens qui sont plus capables que d'autres officiellement, ils le regrettent, hein, de comprendre la représentation ou non. Donc, deuxième niveau, non seulement la représentation elle-même présuppose une hiérarchie, mais la réception va être prise à l'intérieur d'un partage du sensible qui instaure une autre hiérarchie. Et en particulier, donc je n'ai pas le temps de le développer, il va nous expliquer aussi que oui, on peut beaucoup apprendre de l'art, justement parce que l'art, il nous dit depuis le début du XXe siècle, voilà, de plein de manières, il a inventé des manières de ne plus être dans le régime représentatif. Il appelle ça le régime esthétique, et d'où toute une grande... Voilà, il va beaucoup apprendre à partir de là. Je n'ai pas le temps de le développer, donc Derrida, la différence, c'est qu'on ne peut jamais atteindre, la représentation n'atteindra jamais les choses. Et l'idée de trace que Johan connaît bien, il y a aussi l'idée que des choses qui sont là, ou le fantôme, hein, le spectral, c'est là, c'est très important, mais ça ne peut pas faire partie de la représentation, puisque c'est invisible quelque part. Par contre, c'est dans les esprits, c'est dans les, etc. Moi, j'ai beaucoup été impressionné par Clément Rosset, qui nous dit toujours que justement, on va toujours mettre en avant, on va agir en fonction des représentations, on met en avant les représentations pour ne pas être responsable, pour ne pas voir le réel. Bon, je ne reviens pas sur Baudrillard. Et je me permets donc très rapidement, parce que c'est peut-être là que la discussion va être la plus intéressante, de montrer justement que toutes les directions pas mal des évolutions des approches qualitatives, mais il y a énormément de travail, de choses qui se font, qui justement pour casser, hein, toutes ces critiques de la représentation. Hein. Alors en particulier entre le chercheur et puis ce qui est à représenter, parce que la représentation, c'est surtout une mise à distance. Hein. Et donc là, c'est cette distance qu'on va essayer de ne plus avoir. Donc Massumi parle, il faut d'abord expérimenter l'expérience.
pour pouvoir le connaître, pour pouvoir en parler. Ou toute la question des affects, justement, c'est un peu ce qui vient en amont de la mise à distance, de la représentation. Et les questions que, à la fois, le chercheur et puis, bien sûr, toutes les questions de l'embodiment, c'est aussi une manière de ne plus rester de représentation à représentation. Le touching feeling, là, de Sedgwick, c'est toute cette idée que de ne pas mettre à distance, de toucher et d'être touché. Corporellement, affectivement, avec des percepts, des affects et pas seulement des concepts, tout ça qui font un autre lien avec ce dont on parle que celui de la distance représentative. Et bien entendu aussi tout ce qui va être du côté du community-based, du participatif, de l'indigène, qui va casser ce monopole, parce que là, j'aurais dû mettre dans le schéma, il faudrait mettre l'objet étudié, il est encore plus à gauche, là, il est en amont de cela. Et donc, là, on va essayer, en tout cas, de revenir ou de brouiller toutes ces séparations-là. Alors, deuxième mouvement, la plus à droite, ça va être aussi qu'on ne va pas seulement communiquer une représentation, on va se poser la question de la performativité, on va se poser la question de faire expérimenter au lecteur, et je reviendrai éventuellement sur la notion de performance. Et là, je suis conscient du temps, et je vois Johan qui commence à devenir nerveux, donc je passe vite, et désolé si Prends ça me ton fait temps, parler prends un ton petit peu temps. vite. Non, non, D'accord. prends ton temps. Et pareil, là, je ne vais pas le développer tout de suite, mais tout ce qu'on a appelé là dans les années 90, début 2000, et qui commence à arriver chez nous, j'allais dire avec un peu de retard, le non-representational theories ou le more than representational. Donc, essayer de chercher, d'essayer d'éviter d'être figé dans une représentation. Donc, on va essayer de casser de toutes les manières. Avant, au lieu de donner une sorte d'image représentative, on va parler de l'ensemble de l'enquête. Et on va pas simplement. Alors, je pourrais le mettre en même temps d'ailleurs que le post-qualitatif, le fait c'est plus simplement des humains qui sont là. C'est aussi des actants qui ont une certaine agence. Donc l'entretien qualitatif ne suffit pas. Le fait que le chercheur fait partie du monde et il est en interaction avec ce qu'il représente, là on a quelque chose qui ne permet plus cette séparation. Et au lieu de le prendre comme une sorte de biais ou une difficulté, eh ben, ça fait partie de l'enquête. Et ça fait partie de l'enquête à la fois en ouvrant des possibilités et en posant à chaque fois des tas de questions épistémologiques. Puisqu'on ne peut plus avoir cette séparation toute belle, toute nette, eh bien, laissons-nous prendre et essayons de comprendre. Et d'un seul coup, on ne fait plus partie. Il n'y a plus de distance objective et il n'y a plus que des questions, des problèmes et du relationnel. Alors, pour illustrer ça, je me permets de voir, parce que une des critiques qu'on va me dire, qu'on va opposer souvent, c'est de dire oui, mais finalement, à la fin, que la recherche, elle termine dans un texte. Alors, ça peut être texte troué d'images, ça peut être un texte, etc. Mais je prends l'exemple de Deleuze, oui, qui va nous dire, bien sûr, on écrit. Et je ne vais pas parler aussi du mineur et du majeur ici, mais le but de l'écriture, pourquoi je prends Deleuze, qui vraiment, il oppose le théâtre de la représentation, c'est son terme, et c'est un grand amateur de théâtre, mais le théâtre de la représentation, pour lui, il ennuie, parce que c'est une histoire qui est racontée à distance, alors que, donc il va chercher même dans du théâtre, qui est souvent, c'est un peu un autre modèle. J'ai fait dans les dessins beaucoup plus la peinture, mais le théâtre, c'est aussi un autre paradigme de la représentation. Et bien même dans ce théâtre, il va essayer de trouver, et il montre comment, là on est au début des années 60, là, tout le renouveau du théâtre est là, mais voilà, produire, c'est un endroit qu'on a souvent cité, mais reproduire le mouvement. Qu'est-ce que fait le chercheur? Justement, on est dans essayer de faire sentir un mouvement. Alors ça, on est vraiment dans les affects, on s'y retrouve beaucoup, mais capable d'émouvoir l'esprit hors de toute représentation. C'est son terme. Et donc, faire du mouvement même une œuvre, sans interposition,
substituer des signes directs à des représentations médiates, d'inventer des vibrations, des rotations, des tournoiements, des gravitations, des danses, des sauts qui atteignent directement l'esprit. Il y a quelque chose de très physique avec ce dont on parle, hein, et de lien direct. Hein. Et en même temps, c'est un lien direct plus immédiat, mais qui va toujours renvoyer un au-delà de la représentation. C'est-à-dire que la représentation, elle est à prendre, le spectateur émancipé, dirait Rancière, elle va toujours évoluer. Est-ce qu'on est les seuls à avoir perdu Jean-Luc? Moi aussi, Ah, je l'ai d'accord. perdu. Pareil. On s'est demandé ici si c'était nous. J'adore sa posture de chef d'orchestre. Oui, C'est exactement ce que c'est alors, je pense qu'il va essayer de se reconnecter. Alors, en écho avec ce que dit Jean-Luc, Lise, toi, tu as écrit ta thèse dans un mode particulier d'écriture qui n'est pas l'écriture traditionnelle. Alors, le temps que Jean-Luc se reconnecte. Ouais. Ah, Jean-Luc, est-ce que tu nous entends? Je vous entends. Voilà, je suis reconnecté. Alors là, je suis vraiment désolé. C'est Alors, voilà, c'est la Lise, connexion. je reviendrai quand même au témoignage de ton écriture doctorale, parce que je pense que ce sera un bon écho après la discussion un peu. Mais d'abord, laisser Jean-Luc, on va le laisser Jean-Luc conclure. Oui, non, mais justement, j'allais parler de texte performance ou de conférence comme performance. Si Lise veut en parler, elle est plus que bienvenue. Par contre, je ne vous vois plus. Je vais essayer de vous retrouver. Est-ce que je suis là? Donc, je vais arrêter peut-être le partage. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Voilà. J'arrête peut-être le partage et comme ça, on se parle. Donc, désolé, Ouais. c'était sans doute un petit peu trop rapide. Alors moi, je voudrais te faire revenir sur 2 points et après, je voudrais vraiment qu'on discute aussi avec Lise parce que on était tous les deux dans le jury, donc on sait que Lise a écrit sa thèse d'une manière particulière qui est en écho avec ce que tu disais. J'aimerais revenir sur 2 choses pour ouvrir la discussion. La première, c'est tu as commencé sur les mots et les choses. Enfin, tu es passé au début sur les mots et les choses avec cette idée de Foucault que à une époque, l'homme n'existait pas. Alors, est-ce qu'il n'existe pas parce qu'il n'a pas de représentation et du coup, il ne peut pas être l'objet d'un savoir et du coup, on ne peut pas produire de représentation sur cette représentation puisque donc est-ce qu'il faut une représentation pour pouvoir commencer à exister, hein, c'est un des propos sur l'épistémologie d'Yvon Péqueux, c'est de dire avant de pouvoir avoir une théorie des organisations, il faut avoir inventé un objet qui s'appelle l'organisation et qu'on a créé comme représentation préalable à la possibilité d'existence d'une théorisation, d'une modélisation. Quand Foucault dit l'homme n'existait pas, est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas de représentation ou est-ce que c'est un autre mécanisme à l'œuvre, mais est-ce que l'absence de représentation est problématique pour produire de la connaissance? Oui, alors, je prétendrai pas expliquer voilà. Foucault, c'est tellement riche, tellement libre que voilà, mon interprétation ici, en fait, il s'intéresse. C'est l'homme de l'humanisme dont il va nous parler dans les mots et les choses. Et donc, c'est cette idée, cette conception de l'homme qui va prendre justement, qui va commencer à cette période avec l'Asménine et qui va s'arrêter justement, que ce soit Foucault, que ce soit Deleuze, tout cela, où ils se présentaient tous comme des anti-humanistes quelque part. Mais anti-humaniste, c'était pas au sens de qui voulait relativiser justement cette place toute puissante de l'humain. Hein, parce que justement, il y avait aussi du plus qu'humain. Deleuze, on est pris dans des tas d'agencements qui agissent, qui nous font agir sur tout ça. Foucault va nous dire justement, on est pris dans des épistémés, on est pris dans des discours, on est pris dans tout un ensemble de choses qui font que il n'y a pas cette agence
pure, ce tout contrôle qui serait un peu supposé dans l'humanisme et qui fait qu'on a nos idées d'action, mais surtout de responsabilité, éventuellement de générosité, de conscience et de cela. Donc il nous va parler de cette parenthèse. Mais ce que tu dis, je vais un tout petit peu le déplacer. C'est donc, est-ce que quelque chose qu'on ne peut pas représenter, hein, n'existe pas? Alors, je vais pas aller dans la physique quantique, des choses comme ça, bien entendu. Mais je pense qu'ici, on est beaucoup à être convaincus qu'il y a des choses que l'on ressent, mais qu'on ne peut pas représenter au sens de la représentation, mais qui sont là. Alors, je sais pas, toi, tu as parlé des fantômes, mais on va parler de toute cette sensibilité où Monica nous le fera, ou Lise nous fera apparaître avec soit la poésie, ou soit des photos, il y a quelque chose qu'on transmet, mais qui ne se résume pas dans une représentation. La représentation, le problème, c'est que ça fige, ça bloque, ça définit et ça fait perdre, là, alors je suis très déleusien là-dessus, ou très dans le tournant des affects, c'est que ça perd sa force, sa puissance de faire bouger les choses. Dès qu'on le définit, c'est plus ça. Hein, et là, on a donc alors, on va pas revenir, je ne sais pas qui a noté ça, oui. Mais, et donc, c'est cette idée de vous que il y a tout un. Alors, pourquoi j'ai laissé faire ça? On sent qu'il y a tout un ensemble de possibilités. C'est même pas seulement de connaissances. Là, vous êtes beaucoup dans l'épistémologie, donc c'est avant tout de connaissances, mais ça va au-delà de la connaissance. Ça va aussi ça touche à l'éthique, ça parle de l'existence, ça parle de choses, et pour quand on fait de la recherche, c'est pas uniquement purement de la connaissance, enfin, j'imagine. Et voilà, on essaie d'aborder, de toucher à des choses qui nous semblent très très importantes et dont on sent que la représentation ne va pas lui rendre justice. J'ai vraiment envie de garder le mot justice ici, parce que voilà, si on prend Derrida, la seule chose qui compte, c'est presque la justice. Hein, et rendre justice, voilà, on est entre la politique, le politique, l'épistémique et l'éthique, là, une volonté. Parce que là, il y a quelque chose, et c'est ça qu'on va être. Voilà. Mais effectivement, si on en parle de cette manière-là, là, on va paraître un peu mystique, là où, je ne sais pas, on va paraître on va difficilement être entendable. Et oui, donc comment essayer, et là, c'est tous les auteurs qu'on a cités, mais tous ceux qui en ont été inspirés, hein, que ce soit dans le post-structuralisme ou aujourd'hui dans de tas de il y a une invention, une inventivité aujourd'hui quand même dans les méthodes qualitatives depuis une trentaine d'années, c'est absolument formidable. Et donc beaucoup sont un peu à la recherche de quelque chose qui n'est pas capturable dans une représentation. Donc ça ne veut pas dire que la représentation doit être à mettre à la poubelle, hein, mais si c'est présenté comme la seule le seul pouvoir, la seule façon de le faire, de faire de la recherche, ça pose problème. Et un des autres thèmes qu'on a beaucoup abordé, c'est celle de la performativité. Il peut y avoir la représentation peut être prise dans un but de représenter ou dans un but de mettre en mouvement. Voilà, si on est dans le Rancière, il va étudier énormément de représentations. Il étudie les photos, il étudie le théâtre, il étudie le cinéma, il étudie tout ça, qui sont à un moment des représentations. Mais ce qui va l'intéresser, c'est justement ce qui est l'écart par rapport à ce qui est attendu. C'est l'écart par rapport à l'histoire, où ça va être l'écart entre l'image et la fable, donc la chose. Et c'est dans cet écart qu'il y a quelque chose qui va nous ramener à réfléchir et nous faire avancer ou nous faire capter des choses qui sont pas là. Donc, la représentation peut être aussi utilisée contre une certaine pratique de la représentation. Je ne sais pas si je suis clair. Et donc, c'est pour ça que là, à la fin, où je vais peut-être citer Kathleen Stewart qui nous dit toute ma recherche, toute mon écriture, quelque part, c'est essayer de ralentir le quick jump, le saut toujours trop rapide vers la représentation. Et c'est donc en ralentissant ça qu'on a le temps de voir, qu'on a le temps de sentir, qu'on a le temps que là, il y a quelque chose qui est
voilà, que le saut vers la représentation nous fait esquiver. Et après, ce qu'elle dit pas à ce moment-là, mais qu'elle va dire tout le temps, c'est qu'il y a aussi toutes ces images. Moi, je crois qu'il y a toujours ces deux. Ça tire toujours dans les deux sens par rapport à la représentation. C'est d'une part, je veux dire les trois mouvements. D'une part, il y a l'idée de ce qu'il y a en amont de la représentation, donc casser la distance et casser voilà. Deuxièmement, que la représentation, c'est jamais le tout. La représentation, elle a un effet. Et elle est à prendre avec, elle parle à la culture, c'est toujours un intertexte, c'est toujours et donc il y a toujours ce jeu qui va se faire, et on va essayer d'en jouer justement. Hein, Kristen Stewart, il y a plein de choses qui sont dites, mais il y a des perches pour nous faire aller vers d'autres choses. Et ça, si on l'explicite, ça marche plus. Voilà, ça marche que parce que ça a une puissance d'évoquer. Et puis donc, il y a tout ce mouvement, voilà, je ne sais pas s'il faut dire plus que représentationnel, mais qui s'est vu voilà, ou post-qualitatif, mais qui se voit. Tout ça, ça se lie, ça se connecte. Hein, c'est pas, et qui essaie donc de faire mais que la recherche, par exemple, ce qu'elle va restituer, on va restituer l'ensemble de l'enquête. On va restituer des moments où on a ressenti ça, puis à un autre moment, il y a autre chose. Et après, l'idée, c'est pas de faire une synthèse, de dire au total, c'est ça. C'est de faire qu'on va communiquer un ensemble alors si on était deleuziens, un ensemble de puissance, un ensemble de force, un ensemble de vision, d'affect, de choses comme ça. Et au lieu de dire que c'est le chercheur qui sait, qui le synthétise dans une représentation et qui on va demander, messieurs, jugez, est-ce que ça vaut la peine d'être publié ou pas, de dire je communique plein de choses. Alors c'est la personne que j'ai pas le temps de citer à la fin, c'est Alfonso Linguis. Il va dire on m'a donné, j'ai rencontré, j'ai été approché d'autres personnes, d'autres groupes. Linguis, c'est toujours des personnes. Hein. J'ai approché et j'ai reçu quelque chose, j'ai appris quelque chose qui m'a été donné et je vais essayer de le retransmettre. Mais le quoi, c'est jamais dit. Justement parce que sinon, l'effet ne fonctionne plus. Et donc, quand on a fini un texte de Linguis, c'est comme si on est en haleine tout le temps, puis après on se dit, mais au fait, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Si on essaye de le trouver en une phrase, alors on n'arrivera pas à rendre justice à ça. Et en même temps, on a l'impression d'avoir tellement appris. Enfin, je ne sais pas si c'est peut-être une autre manière de l'exprimer. Cette impression d'avoir beaucoup appris, mais ce beaucoup, c'est pas ça. Voilà, il n'y a pas un ça qui dit voilà ce que j'ai appris. Ou alors on est conscient que c'est nous qui l'avons recomposé. Et donc c'est pour ça qu'on est si embêté. Parce que qu'est-ce qu'on va nous demander dans un abstract? C'est de dire le ça. Ou qu'est-ce qu'on va nous demander dans les contributions quelque part? Ça va être de dire le ça. Eh ben non. Et voilà, là, c'est pour ça que ça se case mal dans les. Alors, j'ai absolument pas répondu sur Foucault, mais bon, sur les Ménines. Non, mais Foucault n'a pas besoin d'être adressé fortement. Non, mais alors, ouais, il y a une question dans la conversation, donc je vais la lire. Après, je reviendrai. Je voudrais t'évoquer deux textes et que tu nous dises ce que tu en penses. Erwan, dans les commentaires, dit ressentir quelque chose, est-ce que ça n'est pas le représenter? Tu as parlé de ressentir à un moment. Est-ce que de ressentir quelque chose, c'est pas se le représenter quelque part? Alors, je ne vais pas rentrer dans les. Il y a des possibilités, justement. Peut-être que pour pouvoir, je ne sais pas, entre goûter un vin et puis si on n'a pas la représentation du vin, on ne sera pas la même chose. Donc, la représentation est incluse. Mais là, moi, j'aurais envie de renvoyer, parce que là, je le ferai beaucoup moins bien qu'elle. Et par exemple, elle, Sedgwick, dans son touching feeling, elle nous montre à quel point il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la représentation et qui, dans l'approche, dans le toucher, dans tout ce qui est là. Donc, voilà. Encore une fois, le but, c'est pas de dire que c'est pas bien les représentations, mais c'est ce côté qui est fini, ce côté obligatoire. Donc, très certainement, il y a un jeu,
Alors, par exemple, si on essayait topographiquement de dessiner les choses, est-ce qu'il y a la sensation et puis la représentation et puis ensuite on a la compréhension, hein? Ou est-ce que, voilà, dans quel ordre ça se passe? Hein, c'est certainement en même temps et c'est certainement des allers-retours. Hein, mais certainement, ce que l'on en sait, l'image que l'on s'en fait, interagit avec, si on parle ici de sensations. Hein, ça, c'est vrai, c'est beaucoup plus complexe, mais c'est justement cette complexité que si on la démêle, peut-être qu'on perd la compréhension des choses. Parce que pourquoi là, si on est en gestion, il me semble je crois pas qu'on soit si différents que ça, nous les chercheurs, par rapport aux personnes dans l'entreprise. Eh ben voilà, là, c'est un complexe en même temps d'affects, de sensations, d'expériences et d'histoires, de récits, d'images de l'organisation. Et il y a tout ça qui se. Est-ce qu'il y a une logique toujours la même? Je ne sais pas. Voilà, donc très bonne question, mais parce qu'après, voilà, on pourrait très bien jouer, on va prendre différents auteurs, là, on va en prendre Merleau-Ponty, puis après on va en prendre un autre, et puis un autre, et d'ailleurs, et là, par contre, moi, je vais vraiment exprimer mon manque de connaissances, mais ce serait intéressant de voir aussi tout ce qui est je ne sais pas le terme neuroscientiste, hein, mais toutes les sciences cognitives. Qui ont voilà, qui pendant longtemps on pensait que dans le cerveau c'était des représentations, et il me semble en tout cas que ce qu'ils nous disent aujourd'hui, c'est que ce qui se passe dans le cerveau, c'est pas il peut y avoir des représentations, mais c'est pas des représentations essentiellement, hein, ça va être des émergences, des connexions, des choses qui s'avancent, et donc c'est une vraie question. Nous on a une représentation dans la tête, mais c'est quelque chose qui vibre, qui bouge, qui émerge, c'est des sortes d'interférences. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça peut aussi une autre manière de poser la question. Donc là, je le renvoie. Tu as parlé de la sensation, moi je parle de ce qu'il y a dans le cerveau. Mais Et encore une fois, là, c'est Johan qui m'a attribué ce terme-là, et je lui remercie, parce que c'est toujours une question de réfléchir, mais je ne serai pas Il y a peut-être des gens qui ont encore plus réfléchi à cette question-là, sans doute. Hein. Je pense que ce qui est intéressant dans la position que tu offres et dans la réflexion, c'est de dénaturaliser, de dénaturer et de sortir de l'évidence quelque chose qui est. On fait comme si tout était enchâssé dans un processus où tout marche bien, tout est propre, on fait des représentations, on part de représentations, puis finalement on ne se pose pas la question. Je pense que ce qui est intéressant dans ta réflexion, c'est le côté, ça fait sortir de ses gonds. Tu vois, c'est un peu déridéen de dire ça, mais c'est unsettling, tu vois, tu le rends un peu bizarre et du coup, ça amène à le questionner sans forcément essayer de remplacer un terme par un autre ou une conception de la représentation par une autre. Moi, je voudrais te faire part d'un dilemme que j'ai eu et je voudrais bien avoir ta réaction par rapport vraiment à la représentation et ce que tu viens de dire. Est-ce que vous avez vu le dernier bouquin de Norbert Alter pour en finir avec Alors le vaccin? non, pourtant, non, si tu me parles du dernier, non. Mais vas-y, dis-nous. Alors, ce qui est intéressant et qui m'a fait dilemme dedans, c'est que, alors, on oublie le double aveugle, hein, la FNEJ me demande de savoir s'il faut le labelliser comme ouvrage de recherche. Genre, je le fais souvent pour la FNEJ, dès que ça parle un peu de philo, ils se disent SPSG, on va l'envoyer à Johan. Du coup, je reçois le bouquin. L'intégralité du bouquin est une fiction un ingénieur, manager qui devient consultant. Il raconte toute son expérience sur un style un peu proto-Welbeckien, de témoignage avec un peu désabusé, assez drôle à des moments, un peu caricatural à d'autres. Mais le bouquin est intégralement un roman de quelqu'un, voilà, fictif, mais en même temps, ça ne peut être écrit que après enfin vraiment une vie de réflexion. Mais il n'y a pas de bibliographie. Il y a des auteurs qui sont cités ici et là, mais dans le parcours de formation, de reformation, à un moment, il va faire un master pour se former. Du coup, on lui parle de théorie, mais je veux dire, il n'y a pas de bibliographie, il n'y a pas de citation, il n'y a pas de revue de littérature.
Et du coup, j'ai un dilemme parce que moi, en plus, je suis biaisé. J'adore le travail de Norbert Alter. Donc voilà, comment ne pas dire que tout ce qu'il fait, c'est de la recherche. Et en même temps, comment ne pas être injuste avec les autres? Parce qu'il n'y a pas de bibliographie, il n'y a pas de revue de littérature. Du coup, je demande à quelques collègues en disant, il y a que moi à qui ça pose question. Et alors, du coup, ça a déclenché un peu des conversations, un peu des débats, en disant, bah oui, c'est de la recherche. Il n'a pu écrire ça que parce que il a fait de la recherche, il a fait des entretiens, il a fait des observations, il a publié des articles, il a publié des bouquins, il a réfléchi. Et cette fiction n'a peut avoir été écrite qu'à à la fin d'un travail de recherche. Et en même temps, il y a un autre collègue qui dit, ah oui, mais ouais, mais non, mais attends, moi, je me fais chier à faire des revues de littérature, je regarde les dernières publications, et lui, il écrit une fiction. Je caricature, mais est-ce que c'est pas un peu facile Donc, avant de te dire ce que moi j'ai décidé de faire, j'aimerais bien avoir ton rebond sur quelqu'un comme Norbert Alter qui écrit une fiction extrêmement informée, qui exprime une pensée, mais sans jamais la formuler sous les canons Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Parce que il y a des moments où il faut quand même se positionner et dire, c'est de la recherche ou c'est pas de la recherche? C'est de la science ou c'est pas de la science? Pour vraiment revenir à des questions un peu brutales. Est-ce que ça t'évoque des choses par rapport à ces questions de représentation? Ah ben c'est une excellente question et je ne vais certainement pas te dire de ta position, parce que là, on sent il y a une question à la fois de police, d'institution, voilà, il y a aussi en ce moment quand même aussi le besoin, alors moi je n'aime pas le mot science ici, hein, mais dans tout ce monde de désinformation, de choses comme ça, il y a aussi à un moment un besoin de dire, écoutez, la recherche universitaire est quelque chose de spécifique et différent. Mais bon, ceci dit, euh, moi, ce que j'aurais envie de renvoyer, on a je sais pas si tu. Alors, moi, tu me demandes, je n'ai pas lu le dernier livre de Norbert Alter, mais j'ai envie de recommander le dernier livre d'Ivan Jablonka. Je sais pas si tu vois, il s'appelle le Troisième continent. Donc, les historiens ont beaucoup réfléchi à ces questions-là ces derniers temps, parce que à la fois, ils ont peut-être été certainement par rapport à la gestion encore plus rigoureuse sur les notes de bas de page, les citations, de s'interdire d'avancer la moindre chose sans avoir les archives pour... alors, ce qu'on ne fait pas toujours, nous, dans les descriptions d'études de cas. Hein. Bon. Et en même temps, euh, c'est aussi un monde qui s'est beaucoup intéressé à la fiction. Il y a énormément, ils ont fait tout un travail sur les bandes dessinées, par exemple, et puis sur la question du cinéma, du documentaire, enfin, tout ça qui a été énormément travaillé et beaucoup réfléchi avec les historiens. Et Yves Jablonka, il nous dit, ben oui, mais c'est sûr que si on n'a que deux catégories, il y aurait la recherche ou science, entre guillemets, sérieux, et puis le reste, alors la fiction, l'invention qui va très vite être placée un peu fantaisiste, etc. Si on a que ces deux catégories, oui, là c'est un peu compliqué. Mais il nous dit, regardez, parmi les œuvres qui m'ont énormément marqué et ce qui nous a, quand on voit énormément de livres qui lui classerait dans les livres d'histoire. Alors, il appelle ça souvent la littérature du réel. Hein. Donc, alors ça peut être de l'autofiction, des choses comme ça, mais ça peut être d'une manière générale quelque chose qui est entre deux. Il dit, on a toujours cette idée qu'il y a le continent de la science et puis le continent de la fiction. Et il nous dit aujourd'hui, il y a quelque chose qui, lui, il trouve passionnant et donc il va écrire aussi. Il a écrit, lui, en première personne, son histoire, etc. Voilà, je ne vais pas revenir sur la sienne. Et sur lequel on apprend aussi énormément de choses d'un point de vue historique, mais qui n'est pas effectivement la recherche canonique, autre chose. Donc, si là, le problème, c'est que toi, on te donne que deux catégories. Enfin, on te dit, oui, c'est accepté dans le continent 1, ou non, c'est autre chose. Voilà. Et donc là, c'est un petit peu embêtant parce que euh, tu vois qu'on te place dans un rôle qui est assez complexe. Hein, c'est pour ça que je fais exprès le mot d'un peu police. Moi, j'aurais envie de te dire oui, il faut l'accepter, mais après, voilà, où est-ce qu'on va mettre là, s'il y a besoin d'une frontière, où est-ce qu'on va mettre la frontière? Peut-être que la FNEJ gagnerait et sonorerait
d'avoir une collection aussi, justement, alors je ne sais pas s'il faut l'appeler troisième continent, parce qu'il y a quand même des choses très intéressantes qui se disent sur les entreprises, ou sur les organisations, sur la gestion, sur le travail, qui n'est pas les sociologues aussi ont pas mal étudié ces questions-là, donc sur le travail, mais qui ne fait pas partie qui n'est pas dans ces canons-là. Et si on apprend quelque chose, mais ça ne veut pas dire que tout est bon non plus. Hein, parce qu'effectivement, certains pourraient dire, je prends un Astérix, je ne sais pas, le 12 travaux d'Astérix, on apprend beaucoup de choses sur l'administration, mais là, on voit qu'on est quand même, voilà, là on est quand même dans un autre monde. Oui, après, le chercheur peut tout apprendre et puis tout reconceptualiser, tout transformer dans un langage qui soit plus académique, plus de chercheurs. Et donc, en tout cas, ces questions de frontières sont parfois bien embêtantes. Et je trouve, moi, qu'on a quand même plutôt tendance à l'inverse, c'est-à-dire avoir une vision extrêmement restrictive de ce qui est sérieux, et pour avoir du sérieux de recherche scientifique, et pour faire refuser simplement voilà, des articles refusés parce que vous avez une phrase qui n'a pas de verbe, et que donc ça, c'est pas sérieux, hein, ce que vous nous envoyez, voilà, ce qu'on a essayé un tout petit peu écrire, là, et donc, il y a besoin de faire éclater ça. Après, je sais que le contexte aujourd'hui est un petit peu délicat, mais donc voilà, je donne aucune, mais ça c'est des vraies questions parce que il est indéniable, voilà, pour ceux qui connaissent Norbert Alter, bon, il a voilà, des années de recherche sur le terrain et il est capable d'aligner des bibliographies, des bibliothèques hein, donc c'est pas là le problème, c'est qu'il a choisi, hein, on pourrait penser à des choses de Latour, je sais pas quoi, il a choisi d'écrire autrement, ou Umberto Eco peut-être, hein, Ouais. c'est encore un cas un petit peu différent, hein, mais et donc, c'est parce et on sent que c'est pas juste pour le plaisir d'écrire un roman. C'est une autre manière de transmettre quelque chose. Est-ce qu'on estime que ça nous apprend quelque chose ou voilà, il y a une source d'enrichissement de notre compréhension des organisations? Et est-ce que Jean-Luc, je tords un peu ta pensée, mais si je dis que une des morales de l'histoire, c'est qu'il faut cultiver une forme d'insatisfaction vis-à-vis que même si on est obligé d'en prendre des représentations et d'en produire, il faut qu'on cultive une forme d'insatisfaction ou de conscience de la limite. Il y a une aporie dans ce que tu dis sur la représentation. Et voilà, est-ce que c'est une des morales de l'histoire que de cultiver l'insatisfaction ou un sentiment d'étrangeté face aux représentations qu'on produit? Oui, alors je ne sais pas comment dire. Mais c'est ce que font un peu tous les artistes souvent, hein, et pas mal de chercheurs. C'est oui, on est toujours insatisfait parce que ça ne ça ne rend pas juste. Je sais pas s'il faut le cultiver. C'est juste que on a souvent cette impression un peu vertigineuse qu'il y a quelque chose qui est, je sais pas s'il est plus grand que nous, qu'on comprend pas bien et qu'on essaie juste un petit peu d'approcher et que souvent on a un peu honte là quand on voit le texte qu'on a réussi à faire. Parfois c'est presque même un sentiment c'est pas d'imposture, c'est pas le bon terme, mais j'arrive pas à trouver la bonne expression, mais oui, bien entendu que c'est insatisfaisant ce que l'on fait, c'est inconvenant parfois même par rapport quand on parle. Là, on voyait si on prend le cas de la thèse de Lise, quand on voit les drames et l'enjeu et tout ce qu'il y a derrière, oui, un écrit sera toujours un petit peu, il sera jamais satisfaisant. Et en même temps, voilà, ce travail d'essayer quand même de rendre compte de quelque chose et de travailler son outil. Voilà, d'un seul coup, la recherche, c'est pas une méthode et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est que et ça, presque tous les artistes à partir du XXe siècle se sont posés ces questions-là. C'est les outils, les méthodes, et même les principes de base sont à réfléchir parce qu'ils ne sont pas donnés. Ne sont pas toujours donnés. Donc parfois, on a besoin de retravailler, de se demander qu'est-ce qu'on arriverait à faire. Est-ce que ça marcherait un petit peu mieux? Donc on essaye avec tel type d'écriture ou tel type de médium.
Voilà. Après, sachant bien entendu que là, on est dans un monde institutionnel où on n'a pas toujours Heureusement qu'il y a quelques revues qui nous autorisent d'autres choses. Et il y a des gens parfois qui sont très courageux, qui nous ouvrent les portes. Quand on parlait de police, c'est vraiment la police aux frontières. Hein, voilà, on a le, et voilà, et euh, tout bouge. Mais je me rappelle, ça fait penser, je n'avais pas du tout pensé à ce texte-là, mais là sur l'introduction, le post-scriptum, pardon, au contraire, sur les sociétés de contrôle là, de Deleuze, il nous dit vraiment, alors il va parler de modulation, le contrôle, mais ce qui va être très fort, c'est je ne sais pas quel terme il utilise. Ceux qui ouvrent les portes et les mots de passe et ceux qui ouvrent les portes et qui les ferment. Il dit c'est ça qui va être dans la société de contrôle finalement le pouvoir. Ceux qui définissent le chiffre et ceux qui ouvrent, qui ont les mots de passe. Hein, c'est un petit peu ça. Tout paraît ouvert à tout, mais si tu n'as pas de mot de passe, tu ne peux pas rentrer. Et c'est ça qui va être, mais le mot de passe caché. Moi, je vois que Monica, tu le vois, veut renchérir. Ouais. Oui, la police, il y a des différents modes de contrôle, je crois, maintenant. Il y a la contrôle managérial, parce que les revues sont gérées par des grandes corporations et l'intérêt de ces corporations-là n'est pas le même. C'est très, très délicat que j'avais dit parce que de temps en temps, c'est l'opposite de l'intérêt de la science. Et c'est une chose, c'est la chose fondamentale. Mais aussi, il y a une autre chose qui est toxique, mais pas aussi dangereux. Et je crois que dans les circonstances plus bénéficielles, ça changera. Et c'est quelque chose qui un sociologue polonais, Michał Głowinski, a décrit dès les années 60 en Pologne, qui était très, très différente des années 60 en France ou dans l'Ouest, parce que ces années-là ont été très bureaucratiques en Pologne, très, très bureaucratiques. Exactement, de mon point de vue, comme la gestion de l'écriture académique maintenant. Et Michał Głowinski explique ça par la perte d'inspiration. Il n'y a plus d'esprit, il n'y a plus d'élan, personne ne croit en rien, principalement, et donc tout le monde se concentre en ces règles-là et police tout le monde, oui, parce que ça c'est confortable et du moins on trouve d'énergie de faire quelque chose. Mais après ces années 60 en Pologne, ont venu les années 70 où tout a changé, plus d'énergie, plus de tout, plus de science et discussion, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se changer. Mais pour changer ça, nous devrons changer la première cause, les grandes corporations. Et adieu. Merci beaucoup, parce que oui, ça me parle énormément. Hein. Je ne connais pas le sociologue, mais cette perte d'inspiration, on peut le ressentir, pas chez tout le monde, parce que les jeunes, ils nous redonnent justement un petit peu parfois de l'envie contre ce moment désabusé. Là, je crois que c'est un point essentiel. Et pour revenir, c'est vrai, on pourrait raconter, tu parlais des revues qui sont prises, là, JWO ou Society and Business Review, là, qui sont... c'est pas, voilà, on a deux exemples qui sont Critical Perspectives on Accounting à une époque, dès qu'on a été un petit peu, quand c'est plus dans l'intérêt managérial, les choses changent. Et moi, ce que je vois aussi qui nous empêche justement de pouvoir continuer à être inspiré, je continue dans ma société de contrôle de Deleuzien, c'est ce que lui il appelle le chiffre. Et donc le chiffre, c'est la façon dont les choses sont évaluées. Quel est je ne sais pas comment ça a été traduit en anglais, mais
Et donc, qu'est-ce qui compte? Là, on voit, aujourd'hui, là, on a encore eu cette réunion hier, on ne veut plus que le classement FNEJ francophone compte. Et avant, à l'intérieur du classement francophone FNEJ, je pense que ceux qui participent à ces mouvements-là savent qu'on va essayer d'exclure que certaines revues qui seraient justement, qui passeraient des textes qui sont pas bons, ne comptent pas. Et donc, c'est pas de la censure. C'est juste que ça, on rend que ça ne compte pas. Et comme on a une telle pression avec tout un ensemble de choses, donc il y a tout un ensemble. Et derrière, exactement, c'est que ça ne sert pas l'intérêt de la. Ça sert peut-être l'intérêt d'une science si on l'a pris d'une manière extrêmement étroite et qui a perdu son sens. Je crois qu'il va bientôt y avoir une présentation sur le scientisme. Oui. Hein, donc là, oui, sans doute, ça sert l'intérêt du scientisme, mais ça sert certainement pas l'intérêt d'un certain esprit de recherche qui est vraiment essayé là donc effectivement, on a besoin d'inspiration et cette insatisfaction, ce mystère, cette chose qu'on aimerait, qui nous semble si importante. Tu as parlé d'étrange inquiétude. Excuse-moi, j'arrive pas trop. Comment on traduit là le uncanny de Freud. Comme voilà, essayer quelque chose qui nous semble si important et dont on voudrait parler. On ne sait pas ce que c'est, mais on sent qu'on voudrait parler, puis on espère qu'il y a des échos chez d'autres parce que les autres aussi le ressentent. Comme ça, on va peut-être en savoir un peu plus. Parce que c'est ces choses-là dont on n'a pas obligatoirement de nom, mais qui semblent avoir tellement d'importance. Voilà, enfin bon, je ne vais pas revenir, la thèse de Lise en est un très très bon exemple. Ou la représentation avec les concepts, avec les choses trop carrées, ça réduirait. Voilà, Et parfois, il suffit d'un mot, d'une image, ça peut dire 1000 fois plus. Ça peut. Mais c'est très compliqué parce que là, il y a un travail de création. Il y a 100 images qui ne marcheront pas. Et puis, on a peut-être 5 ou 6 qui vont être tellement plus riches et qui vont extrêmement fonctionner. Donc là, il y a aussi un mystère, hein, de quelque chose qu'on ne maîtrise pas complètement, mais auquel on ne nous forme pas. Est-ce qu'il y a des endroits où on nous forme? Ce n'est pas le terme, je ne sais pas si on peut former, mais où on nous des lieux d'expérimentation. Parce que expérimenter tout seul, c'est bien. Mais là où on progresse plus, c'est quand on expérimente collectivement, parce que voilà, il y a toujours plein de personnes qui vont nous inspirer. Donc le mot inspiration ici, là, c'est un souffle là qu'il faut surtout pas perdre. Là. Il y a plein de sens à inspirer, bien sûr. Bon, tu veux dire qu'il nous faut une entrée dans le dictionnaire sur l'inspiration maintenant? Merci, parce que je vois le temps qui Ah oui, file. c'est vrai Merci que beaucoup, Jean-Luc. Je me propose, parce qu'on n'a pas eu le temps de... Please. Non. On se voit tous ensemble, effectivement, sur le scientisme le 5 mars. Alors, c'est pas un mardi, c'est un mercredi cette fois, avec Philippe Corcuff de l'IEP Lyon. Donc, même heure, 14h30 jusqu'à 16h. Et ça se connecte assez bien parce que dans la question du scientisme, il y a beaucoup cette question de faire une espèce de police de la science et de faire de la science une idéologie. Et on aura le regard très intéressant de Philippe Corcus qui regarde ça depuis l'IEP Lyon sous un regard plutôt sciences politiques et sociologie. Et donc, ce sera le scientisme en sciences humaines et sociales, en SHS. Laurent creuse de son côté la question du scientisme, Laurent Magne, la question du scientisme en sciences de gestion. Mais il est pas là, donc je peux le dire qu'il avance dessus et qu'il le présentera bientôt, vu qu'il n'est pas là, il ne peut pas protester. Donc merci encore à Jean-Luc, merci tout le monde d'être venu et on se voit le mercredi 5 mars pour la séance sur le scientisme. Merci beaucoup. Merci.